Très bien. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Très chers étudiants, on se retrouve pour la séance 3 pour continuer notre introduction à la matière, introduction à l'économie. La dernière fois, j'ai parlé un peu de la matière et j'ai aussi, on a travaillé, pas seulement moi, mais avec vous, même si vous n'êtes pas à côté de moi, mais c'est un cours, c'est notre cours à nous tous. Alors, la dernière fois, on a essayé de corriger quelques perceptions erronées du marketing et aussi on a essayé de parler des différentes définitions et on a approfondi seulement une ou deux. Alors, un autre point qu'on se doit aussi de discuter dans la matière initiation en marketing, c'est l'historique, c'est-à-dire d'où vient le marketing. Alors, vous savez que le marketing, c'est un concept qui est relativement récent puisqu'il n'est apparu qu'au 19e, 20e siècle. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est parce que le marketing est lié à la relation entre l'offre et la demande. Quand il n'y a pas de problème, je dirais, d'offre, il n'y a pas de marketing puisque l'offre, elle est écoulée facilement et de façon directe. Dans les années et les siècles précédents, vous vous rappelez, lorsque vous avez étudié l'histoire de la pensée économique, que les classiques, les néoclassiques disaient que essentiellement Jean-Baptiste Say, disait que chaque offre créait sa propre demande. Ça veut dire que l'acteur ou bien la phase la plus importante, c'était la production. Il fallait seulement produire et les gens étaient là, la demande était là pour absorber toute l'offre. Donc, on n'avait pas besoin de parler du marketing. Ensuite, début, je dirais, du XXe siècle, on a commencé à constater qu'il y avait un problème dans l'achat, essentiellement, avec la crise de 1929 que vous connaissez tous. Alors, cette crise, vous vous rappelez, c'était une crise je dirais, de déphasage entre l'offre et la demande. C'est que l'offre était là, mais il fallait chercher comment écouler cette offre, comment amener les acheteurs, les consommateurs à acheter la production. Et vous vous rappelez que pour trouver les solutions à la crise de 1929, il y avait la politique de John Maynard Keynes qui prédisait essentiellement comment une politique de redistribution de revenus par différents moyens. Et je suis sûre que soit que vous avez étudié ceci ou bien vous allez le faire plus tard. Donc là, on a commencé à réfléchir à comment trouver une solution à ce déphasage entre l'offre et la demande. Alors, au début, on s'est dit que l'élément, bien l'acteur le plus important, c'est le vendeur. Ça veut dire que pour que notre produit atteigne le consommateur, il faut que l'acheteur vante les mérites de ce bien. Il faut que le vendeur vante les mérites de ce bien. Il faut que le vendeur, je dirais, attire l'attention des clients sur ce bien. Donc, c'est une époque où on s'est dit que normalement, à ce stade-là, l'acteur le plus important, c'est le vendeur. D'ailleurs, à cette époque, le début du XXe siècle, dans différents films, essentiellement les films américains, on parlait normalement, de la qualité de vie des vendeurs. C'était des gens qui touchaient beaucoup parce qu'ils arrivaient à convaincre facilement. C'était la naissance de la société de consommation. Les gens achetaient de plus en plus, donc ça se passait bien. Après, comme j'avais dit, les années, donc la crise 1929, après les 30 glorieuses, donc les années 60, là, c'est un contexte global qui a changé et on a constaté que l'acteur le plus important, ce n'est ni le producteur ni le vendeur, c'est l'acheteur lui-même. Il faudrait faire attention à l'acheteur. Et là, donc les années, comme j'avais dit, début du XXe siècle, là, on a senti l'importance de cet acteur qui est le consommateur. C'est que chaque entreprise, avant même de produire le bien, il doit aller sonder le marché. Sonder le marché, ça veut dire aller étudier le marché, voir est-ce que le bien qu'on veut produire correspond à un besoin chez le client. Et après produire le bien. C'est-à-dire que à partir donc de cette époque-là, on ne peut pas se dire tiens, pourquoi ne pas créer un produit, une bouteille verte avec un produit énergisant? Bien, au niveau théorique, c'est un produit qui marche. Mais là, on a pris conscience du fait que le plus important, c'est pas un produit qui mathématiquement va marcher. C'est un produit qui réellement correspond à un besoin chez le client. Ce qui fait, donc cette époque-là, elle dénote la naissance
de la philosophie du marketing, c'est une philosophie qui se base sur l'intérêt porté au client, sur le fait que toute la démarche doit commencer par un besoin, constater le besoin chez le client, revenir vers l'entreprise pour le produire et après revenir au marché pour recueillir, je dirais, les réclamations et les remarques des clients. Donc là, on a, comme j'avais dit, on a senti donc la naissance de cette nouvelle philosophie. Après, lorsque donc on a commencé à nous intéresser aux clients, à ses besoins, donc la naissance du marketing, ce marketing, il a connu un développement énorme, puisque on a commencé avec faire du marketing seulement pour les produits, et après, on est passé aussi à un marketing pour les services, et aujourd'hui, le marketing, il a envahi tous les secteurs, je dirais, d'activité économique, même, on parle même maintenant le marketing. Et aujourd'hui, le marketing, il s'intéresse pas seulement au client final, mais aujourd'hui, on s'intéresse même à l'environnement. Et là, on appelle ça maintenant le marketing sociétal. Ça veut dire que c'est un marketing qui s'intéresse essentiellement à toute la société. Donc, on constate que le marketing, il a connu une évolution très, très importante depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc là, l'évolution du marketing, donc là, il n'existait pas pendant l'économie de subsistance. Ensuite, l'orientation de production, on ne parlait pas de marketing. Après, donc, début donc, du XXe siècle, c'est essentiellement l'orientation vente. Et après, donc, l'orientation marketing. Et aujourd'hui, les développements récents du marketing qui connaît un développement, comme je viens de le dire, florissant. Alors, le marketing a connu donc une évolution importante, faisant passer cette fonction, la fonction marketing, d'une fonction passive dans l'entreprise en une véritable science appliquée et indispensable pour un développement structuré des opérations. Ça veut dire qu'au début, on s'est dit, c'est vrai que c'est le client le plus important. Et on a commencé à prendre le client en considération. Mais cette philosophie elle-même, elle s'est beaucoup développée. C'est qu'aujourd'hui, cette fonction de marketing ou bien département marketing au sein de l'entreprise, ce n'est pas seulement un département qui a pour objectif de voir comment se rapprocher au plus des clients, comment adapter le produit aux clients. Non, c'est une fonction aujourd'hui qui est devenue centrale. Toute l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise tournent autour de la fonction marketing. Pourquoi? Parce que si jamais on ne fait pas une bonne étude, si jamais on ne fait pas une bonne analyse des besoins des clients, on peut produire un bien qui ne correspond pas au goût des clients ou bien qui correspond peu. Et dans ce cas-là, cette situation-là va impérativement impacter négativement l'entreprise. Et l'entreprise, elle va bien sûr avoir énormément de pertes et peut-être même disparaître. Et l'histoire du marketing nous a démontré combien d'entreprises ils ont disparu parce qu'ils ne sont pas adaptés. Et le cas qui est le plus connu, c'est le digital aujourd'hui. Les entreprises qui n'ont pas prédit l'importance digitale et comment il allait impacter la vie des citoyens, les entreprises qui n'ont pas pris en considération ce virage-là, ils ont disparu. Et moi, je donne aussi d'autres exemples pour les téléphones mobiles, par exemple. Il fut un temps où la marque Nokia était la marque qui, normalement, qu'on utilisait le plus. C'était celle qui avait la plus grande part de marché. En, je dirais, 2-3 ans, cette entreprise a disparu, au profit des entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Et on n'a que 2 aujourd'hui qui s'accaparent les grandes parts de marché. Et là, on se dit pourquoi? C'est parce que cette entreprise est là. C'est pas qu'elle n'a pas bien travaillé ou bien qu'elle n'a pas étudié le consommateur, mais peut-être qu'elle a commis des fautes qui étaient des fautes graves. Donc là, l'histoire du marketing nous montre que la fonction la plus importante au sein de l'entreprise, c'est la fonction marketing qui s'intéresse aux clients. C'est aujourd'hui l'acteur le plus important, c'est le client lui-même. Et qu'on doit obligatoirement donner de plus en plus d'importance aux clients, pas seulement intenter au début lorsqu'on fait des études, mais tout le temps, toujours apporter des modifications. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, on évolue dans un marché toujours de plus en plus concurrentiel, et d'un autre côté, on a des clients qui ont des goûts qui changent.
une personne qui aujourd'hui préfère l'entreprise X, il peut demain préférer l'entreprise Y. Pourquoi? Parce que cette entreprise apporte un plus. Donc, le responsable marketing doit avoir des antennes qui lui permettent de suivre le changement des goûts des clients et aussi suivre ce qui se passe dans le marché, ce qu'on appelle communément la veille stratégique. Voilà, donc le marketing est un concept relativement récent puisqu'il date seulement des années donc du XXe siècle et que c'est normalement ce concept-là. Parfois, il y a des personnes qui croient que on ne parle du marketing seulement pour les grandes entreprises. Non, aujourd'hui, même les petites et les très petites entreprises doivent avoir une vision marketing parce que je dirais, c'est une vision qui nous permet de voir, de faire une stratégie à moyen et long terme. Donc, l'émergence, là, donc, j'ai essayé dans ce diapositive que je vous ai envoyé de parler de chaque période d'évolution du marketing et chaque période quels sont les éléments qui étaient importants. Donc là, on avait la période d'avant-guerre, les 30 glorieuses et aussi la naissance du marketing moderne. Et normalement, je devais aussi intégrer la période actuelle qui est une période où on est devenu en tant que consommateur, comme je dirais, une chasse gardée des entreprises, puisque les entreprises savent comment nous impacter, comment nous pousser à acheter. D'ailleurs, c'est la principale problématique aujourd'hui des responsables marketing, c'est comment pousser, c'est comment créer le besoin et comment faciliter le passage à l'acte d'achat. Alors, le plan de notre cours, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a plusieurs plans. Si vous surfez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de cours d'initiation au marketing. Et je dirais, il y a de façon globale, il y a deux grandes façons d'enseigner le marketing opérationnel ou bien l'initiation au marketing. C'est soit parler du marché et des intervenants ou bien parler normalement du marketing mix. Moi, je suppose qu'à votre niveau, parler du marketing mix est plus intéressant. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait depuis 15 ans. Donc, on va essayer de parler de ce qu'on appelle le marketing opérationnel ou bien le marketing mix. Ça veut dire parler de la stratégie du marketing opérationnel. Ça veut dire qu'une entreprise, quelles sont les décisions quelles sont les décisions qu'elle doit prendre pendant un moyen et court terme pour impacter le marché, impacter son client cible. Elle doit obligatoirement prendre 4 types de décisions. Une décision sur le produit lui-même, sa forme, sa couleur, etc. Une décision sur le prix, une autre sur la place et en 4e lieu, comment faire savoir que mon produit existe, ça veut dire la promotion. C'est donc ce qu'on appelle les 4 P. Alors, mais avant de parler des 4 P, on doit parler d'un chapitre encore plus important, c'est le comportement du consommateur lui-même. Ça veut dire, on va étudier quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur. Donc, c'est, je dirais, le 2e chapitre qui s'intitule « Le comportement du consommateur ». Alors, ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est étudier le comportement du consommateur, pas pour des raisons thérapeutiques, on n'est pas ici dans le chapitre de la médecine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est essayer de comprendre le comportement du consommateur pour essayer de voir comment atteindre ce consommateur afin de répondre au plus à ses besoins et aussi afin de produire le bien qui lui correspond et aussi afin de créer avec lui une relation privilégiée. C'est ce qu'on appelle comment fidéliser ce client. C'est essentiellement, je dirais, l'objectif normalement de notre cours. Alors, les comportements du consommateur réellement sont très complexes et leur description fait intervenir plusieurs variables. C'est vrai que le marché contient différents types de consommateurs et chaque catégorie de consommateurs a des exigences à part. Il y a des gens, par exemple, qui adorent le meilleur rapport qualité-prix. On a d'autres qui cherchent quel est le produit le moins cher, peu importe la qualité. Il y a d'autres personnes qui cherchent la meilleure qualité. Donc, les consommateurs, ils sont différents. Leur exigence, donc, est différente. Et aussi, les facteurs qui impactent chaque client est différent.
les facteurs sont différents. Alors, avant de nous intéresser aux facteurs qui impactent le comportement du consommateur, il y a des définitions qu'on doit, je dirais, développer. Par exemple, quelle est la différence entre un comportement et une attitude? Alors, un comportement, ou bien le comportement regroupe toutes les actions. Regardez, là, on parle d'actions visant à l'obtention ou à l'utilisation des produits ainsi que le processus qui précède et suivent ces actions. Ça veut dire que lorsqu'on parle de comportement, analyser le comportement du consommateur, ça veut dire quels sont les phénomènes qui impactent ou bien qui facilitent ou qui freinent son passage à l'acte d'achat. Ici, on s'intéresse aux actions. Et qu'est-ce qui facilite le passage à l'acte d'achat? Alors que les attitudes, ce sont des prédispositions acquises par l'individu et qui l'amènent à agir de telle ou telle façon. Ça veut dire, on a un consommateur qui aime une couleur, qui aime un parfum, un autre consommateur qui déteste ou qui préfère. Donc là, on parle, regardez, de prédisposition. Alors que lorsqu'on parle de comportement, on parle d'action. Et les comportements sont très liés aux attitudes. Et la précision concernant ces concepts est très, très importante parce que l'attitude des clients va nécessairement impacter son comportement qui va, bien sûr, nous donner une idée sur comment toucher ou pas ce client. C'est comme lorsqu'on parle, par exemple, moi je donne toujours à mes étudiants l'exemple d'Al Raja ou Wydad. Ce sont les deux grandes équipes de Casablanca. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais les deux grandes équipes, on a TAS, etc. Mais les deux grandes équipes, c'est Wydad et Raja. Donc là, lorsqu'on a des gens qui, par exemple, aiment Wydad ou aiment Raja, leur comportement va être différent. Par exemple, les gens qui aiment Wydad vont nécessairement préférer acheter des produits la couleur de Wydad. Ceux qui aiment Raja vont nécessairement acheter des produits pour les couleurs de Raja. Voyez-vous, donc, on a une attitude, une appréhension qui va impacter plus tard nos actions. Alors, d'autres définitions, d'autres concepts qui méritent d'être, je dirais, précisés, c'est le concept de besoin. Comment peut-on définir ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est une situation inconfortable provoquée par un état de manque physiologique ou psychologique. Il peut être conscient ou inconscient. Donc, c'est ça ce que c'est qu'un besoin. C'est sentir un manque. Par exemple, lorsque j'ai soif, je sens qu'il y a un manque. Il y a un manque vis-à-vis d'un produit. Donc ça, c'est, je dirais, un besoin physiologique. On a aussi un besoin psychologique. C'est avoir, par exemple, être à côté de nos mamans. Ça, c'est un besoin psychologique. Aujourd'hui, avec vous les jeunes, être tout près de son téléphone. Ça, c'est un besoin aujourd'hui qui est devenu psychologique. Vous voyez, le besoin, c'est une situation inconfortable d'un manque. Ce que c'est que les motivations. Alors, les motivations, ils sont liées aux besoins. Donc, l'existence d'un besoin me motive pour passer à une action. Donc, les motivations, elles sont liées aux besoins. Elles se définissent comme étant une force, voilà, qui pousse à l'action déclenchée par un besoin impérieux. Et bien sûr, les freins, c'est le contraire des motivations. Les freins, c'est normalement, c'est je dirais ce sont comment je vais appeler ça? Une force qui nous pousse à ne pas agir dans tel ou tel. Tout à l'heure, j'ai parlé de Wydad Raja. C'est comme vous demandez à un Rajaoui d'aller, par exemple, normalement, d'aller encourager le Wydad. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est freiné par normalement son amour vis-à-vis de l'équipe X ou l'équipe Y. Donc, les motivations, ils constituent l'opposé, si vous voulez, l'opposé des freins. Donc là, c'était, je voulais seulement vous donner quelques informations sur, ou bien quelques présences sur quelques définitions qui sont très importantes à ce stade. Maintenant, je reprends une idée que j'adore de notre psychiatre et aussi économiste, donc Abraham Maslow, qu'il avait écrit déjà dans son livre Motivation et personnalité en 1970, qui disait que l'être humain
est un animal frustré, rarement satisfait au-delà d'une courte période. Lorsqu'il a assouvi un désir, il lui en vient un autre. Quand il est comblé, un autre surgit à sa place, puis un autre encore. L'état de désir permanent est caractéristique du genre humain. Moi, je dis que cette phrase, elle est retracée par une phrase, un proverbe marocain qui dit que ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on est toujours en quête d'un besoin qui va nous permettre de répondre, normalement de passer, d'acheter ou de faire des actions. Donc, c'est une quête, je dirais, perpétuelle. On n'est jamais satisfait au-delà de certaines moyennes. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. On a besoin de chaussures, on achète les chaussures, on se dit, on a besoin de sacs, on achète les sacs, on a besoin de, je sais pas moi, de maisons. Il y a toujours un besoin permanent. Ça, c'est l'être humain. Et cette idée nous apprend une chose très importante, c'est que les responsables marketing, ils ont une large manne de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours nous manipuler pour nous pousser à acheter ou à ne pas acheter. Alors, je vais m'arrêter là parce que on s'est dit que mes cours ne vont pas dépasser les 20 ou 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer la fin de notre cours. Alors.